You said, "This may be the most dangerous time the world has seen in decades." Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le célèbre PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, met en garde le monde financier depuis plusieurs mois. Vous découvrirez 4 éléments très inquiétants qu'il a mis en avant dans sa dernière lettre aux investisseurs de JP Morgan, sortie il y a quelques semaines, mais également lors des interviews qu'il a pu donner au cours des 6 derniers mois. Alors restez bien attentifs jusqu'au bout de la vidéo parce que, en plus de comprendre les problèmes qu'il peut y avoir dans l'économie actuellement, vous découvrirez des solutions viables pour protéger votre épargne et vos investissements malgré ces périodes de troubles. Le premier gros problème est lié au déficit budgétaire auquel les États-Unis sont confrontés, et d'ailleurs plein d'autres pays dans le monde sont confrontés à ce même problème. Je cite Jamie Dimon dans sa lettre, « Il est important de noter que l'économie est alimentée par de gros montants de déficit budgétaire et de stimulation artificielle passée. Il y a aussi un besoin croissant de dépenses pour continuer la transition vers une économie plus verte, la restructuration des chaînes d'approvisionnement globales, un boost du développement militaire et une augmentation des coûts liés à la santé. Tout cela peut conduire à une inflation qui va rester élevée et des taux directeurs qui resteront hauts. Être en déficit budgétaire pour un gouvernement, ça signifie qu'il dépense plus que ce qu'ils font rentrer grâce aux impôts. Alors pour un pays comme les États-Unis ou pour un pays européen, sur du court terme, c'est ok. Parce que la Banque centrale ou la Federal Reserve aux États-Unis peut tout simplement imprimer des billets pour racheter sa dette et financer tout ça afin de ne pas faire défaut à court terme. Le problème avec ça, c'est que c'est un scénario qu'on dit inflationniste parce qu'imprimer de l'argent pour acheter sa dette, ça fait augmenter les prix, ça fait baisser la valeur de la monnaie, ce qui est un scénario qui est inflationnisme sur du court terme. Mais le problème que rencontrent les États-Unis, c'est que plus les années passent et plus ce déficit se creuse. Ça veut dire que plus le déficit se creuse, plus il faut imprimer de l'argent pour rembourser la dette et il y a un moment où ça va vraiment arriver à un point de non-retour, à un point de cassure. Maintenant, si la Banque centrale était le seul créancier, ok, si c'était les seuls à avoir de la dette pour le gouvernement, pourquoi pas? On imprime de l'argent, c'est réglé. Le truc ici, c'est qu'il y a aussi des investisseurs étrangers qui prêtent de l'argent au gouvernement, qui prêtent de l'argent aux États-Unis. Et si on voit que la situation des États-Unis ne s'améliore pas, ben ces investisseurs, ils vont avoir peur. Ils vont vouloir reprendre leur argent parce qu'ils vont se dire, attention, je vais peut-être pas être remboursé, donc je préfère me débarrasser de mes obligations ou alors je vais tout simplement ne pas racheter des obligations de la dette américaine. Si ce scénario se passe, la seule solution, ce serait d'imprimer encore plus d'argent, qui serait un scénario encore plus inflationniste et ça rendrait l'inflation totalement hors de contrôle, voire pire, ça amènerait à un défaut de paiement de la dette, donc à une faillite momentanée du pays. Alors, une des solutions un petit peu utopiques qu'on pourrait avoir serait de baisser les dépenses gouvernementales. Mais bon, cela ne risque pas d'arriver de si peu parce que comme Jamie Dimon l'a mis en avant, bien, il y a des dépenses liées au renouvellement énergétique, le réarmement des armées, hein, qui fait que ce sont des dépenses qui ne peuvent pas être mises au placard. Les États-Unis, surtout avec la situation géopolitique globale, ne peuvent pas se permettre de ne pas être au top d'un point de vue armement et également avec toutes ces histoires d'écologie, etc. Il y a toute une transition à financer et ça, ce sont des scénarios également inflationnistes. Et pour ajouter encore plus d'incertitude à ça, on a les élections américaines qui arrivent cette année en 2024 où d'un côté, le camp Biden serait plutôt en faveur d'augmenter les taxes et d'un autre côté, le camp Trump, lui, voudrait baisser les taxes. Donc on a deux possibilités qui peuvent arriver et ça crée encore plus d'incertitude pour les marchés et pour le monde économique. Le deuxième problème dont font face certains pays, c'est cette inflation qui reste toujours élevée et qui visiblement n'a pas encore l'air d'être prête à descendre, ou du moins selon les indicateurs que regarde Jamie Dimon. Je cite, « Aujourd'hui, beaucoup d'indicateurs économiques clés continuent d'être bons et montrent des améliorations potentielles comme l'inflation. Mais quand on regarde ce qui peut se passer demain, les éléments qui peuvent impacter le futur doivent être considérés. Tous les éléments suivants sont inflationnistes. Les dépenses fiscales, la remilitarisation du monde, la restructuration des échanges mondiaux, les besoins en capitaux pour la nouvelle économie verte et potentiellement la hausse des coûts de l'énergie dans le futur dû à un manque d'investissement dans les infrastructures énergétiques. » Donc ici, ce qui met en avant, c'est que clairement les indicateurs économiques sont bons. Le chômage est relativement faible et l'inflation, comparée à ce qu'il y avait il y a 1 an ou 2, eh bien elle est en train de diminuer, elle est sur cette pente descendante. Le problème ici, c'est que jusqu'où elle peut descendre et est-ce que si on n'a pas atteint une sorte de plafond, mais inversé de sol, où ça va repartir à la hausse.
Parce qu'aujourd'hui, avec les 3%, on est encore loin de l'objectif à 2%. Et si on regarde depuis le début de l'année, l'inflation, elle a tendance à légèrement repartir à la hausse mois après mois. D'autant plus si on regarde les différents postes de dépenses des gouvernements, c'est plutôt inflationniste comme scénario, avec plus de dépenses dans le militaire et surtout avec une gestion à faire sur l'énergie où on peut avoir des coûts de l'énergie qui risquent d'augmenter et ça c'est sacrément inflationniste comme scénario. Ajoutons à cela en plus cette énorme transition énergétique qui est en train d'être faite dans les pays développés. C'est des coûts vraiment énormes pour quelque chose qui sur le moment va pas avoir énormément de rentabilité et qui semble pas forcément ultra rentable à long terme. C'est-à-dire ce sera rentable d'un point de vue santé etc. mais d'un point de vue purement économique, pour le moment il y a un gros point d'interrogation là-dessus et c'est beaucoup de dépenses à faire. En fait, le problème ici, c'est qu'il y a trop de choses qui tombent dessus, qui arrivent d'un coup et qu'il faut gérer, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment un scénario encore déflationniste qui arrive. Et comme on le disait, le troisième gros risque et problème qui est mis en avant par Jamie Dimon, ce sont ces risques géopolitiques. Je cite, « Les guerres en cours en Ukraine et au Moyen-Orient ont le potentiel de perturber le marché de l'énergie et de l'alimentation, de l'immigration et des relations militaires et économiques, en plus des coûts humains énormes qu'impliquent ces guerres. Ces forces importantes et sans précédent font que nous restons sur nos gardes. » Ici, il met vraiment en avant le fait que les conflits qui ont lieu actuellement et surtout la zone géographique dans laquelle ils ont lieu peuvent avoir un énorme impact sur l'économie mondiale et sur l'inflation. Par exemple, on l'a vu quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, c'est deux produits qui sont des exportateurs assez massifs de blé, d'huile de tournesol, etc. Donc on a vu ces denrées alimentaires, on a vu le prix totalement augmenter, avoir des pénuries, surtout pour les pays d'Europe où on a vu une inflation assez élevée par rapport à ça. Parce qu'avec une guerre qui commence, les accès à ces ressources vont devenir limités. En plus de ça, on a également eu la Russie qui a été, entre guillemets, lourdement pénalisée et l'Europe a arrêté d'acheter les gaz russes, le pétrole russe, qui est un énorme fournisseur et qui était le principal fournisseur d'Europe. Et le fait qu'ils ont dû changer de fournisseur, ça fait que les prix de l'énergie ont drastiquement augmenté et mis l'Europe dans une situation pas terrible d'un point de vue inflation. Et ceci, ça peut être potentiellement que le début. Parce qu'avec l'escalade des guerres qu'il y a actuellement au Moyen-Orient, c'est également une zone du monde où le pétrole est important, joue un rôle majeur dans les échanges mondiaux et ça peut venir causer des pénuries encore une fois ou une limitation du transport, une limitation des échanges là-dessus et ça peut poser problème encore une fois sur de l'inflation si on a moins accès au pétrole qui est encore aujourd'hui très utile. En plus de ça, on peut aussi ajouter la guerre entre guillemets économique entre la Chine et les USA pour savoir qui va être la plus grande puissance économique avec ce Taïwan entre guillemets au milieu où les USA font pression et la Chine aussi veut faire pression. Donc si ça s'escalade, ça peut encore être une fois des coûts en plus et ça peut venir faire vraiment très mal au budget. Donc toutes ces conditions que l'on vient de voir sur la géopolitique actuelle font que on est vraiment à un pas d'avoir une grosse limitation sur des produits qui sont très importants et qui dit une rareté qui augmente sur ces produits et une demande qui ne baisse pas, une augmentation forcément des coûts. Parce que quand l'offre est inférieure à la demande, forcément les coûts vont augmenter pour que la demande puisse être satisfaite correctement. Et puis au-delà de cet aspect inflation, etc., faut pas oublier que les gouvernements vont vouloir protéger leurs citoyens, les personnes qui sont dans leur pays. Par ce fait, ils sont obligés d'augmenter les dépenses militaires, au moins pour faire bonne figure, au moins pour dissuader, afin d'être sûr que on va pas avoir un dictateur qui va se dire tiens, eux ils ont l'air un peu faibles, on va aller essayer de les envahir, on va aller essayer de les attaquer parce qu'en ce moment ils sont pas au top. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte dans la balance. Le quatrième point qui vient inquiéter le PDG de JP Morgan est lié au marché financier et au taux d'intérêt. Je cite, « Les valeurs mobilières, via plusieurs indicateurs, sont en haut du canal de valorisation et les marges de crédit sont très serrées. Les marchés semblent estimer entre 70 et 80% les chances d'un atterrissage en douceur pour l'économie. Une croissance modérée avec une baisse de l'inflation et des taux directeurs. Je crois que les chances sont bien plus basses que cela. Vu comment se comportent les marchés depuis le début de l'année et cette explosion du S&P 500, Jamie Dimon veut vraiment mettre en garde sur le fait qu'il a l'impression, qu'il sent que les acteurs du marché sont potentiellement un petit peu trop optimistes par rapport à ce qui se passe. Donc ici, un atterrissage en douceur ou soft landing signifierait que grâce à la hausse des taux d'intérêt et les mesures prises par la Fed, on ait une économie qui se restabilise, c'est-à-dire une inflation qui baisse, des taux d'intérêt qui baissent tranquillement avec ça également, et que l'économie ne soit pas pénalisée, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas en récession et en période de déflation. Donc pour Jamie Dimon, il a dit, lui, il estime que ce soit entre 70 et 80%
100% ce que le marché est en train d'anticiper, c'est-à-dire les chances d'avoir un soft landing. En réalité, lui, il voudrait diviser ça quasiment par 2. Dans une de ses interviews, il disait que lui, il voit ça, qu'il faudrait le diviser par 2. Donc on serait plutôt à 35-40% de chances d'avoir un soft landing, ce qui est totalement différent. Et ce qui explique ça, pour lui, c'est que les gens se concentrent trop sur les États-Unis en eux-mêmes et pas assez sur ce qui se passe dans le monde entier, pas assez sur ce qui se passe de façon globale. D'autant plus, particuliers les investisseurs, ils ont tendance à oublier l'histoire des taux d'intérêt et se rendre compte que 5%, ils ont l'impression que c'est élevé parce qu'on a été habitué à ça sur les 10 dernières années. Mais si on prend le schéma beaucoup plus long, si on prend les 40 dernières années, on se rend compte que 5% finalement, c'est des taux qui sont plus ou moins normaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment très bas, ils sont pas très élevés, c'est quelque chose qui semble être normal dans une moyenne qu'on aurait sur les 40 dernières années. Le dernier point que beaucoup de monde oublie aussi, c'est que des mesures prises sur les taux d'intérêt peuvent mettre plusieurs années avant de faire effet. Et donc là, on est en train de se dire, ok, les taux ont beaucoup augmenté il y a 2 ans, 1 an et demi, mais on voit toujours pas de mauvais signes sur l'économie alors qu'on voit l'inflation baisser. Donc ça veut dire que c'est bon signe, mais ça peut très bien arriver comme une bombe à retardement et se retrouver dans 6 mois, 1 an ou 2 ans à commencer à avoir les taux de chômage qui explosent parce que les taux d'intérêt sont restés élevés trop longtemps ou alors qu'on aura finalement eu l'effet qui était entre guillemets désiré par cette hausse des taux d'intérêt. Donc il faut faire vraiment attention et ne pas être impatient sur cet effet potentiel que peuvent avoir ces taux. Le dernier point que met en avant Jamie Dimon dans sa lettre avant de passer à la conclusion et surtout à comment s'en sortir dans cette période de trouble, son dernier point est un peu plus positif. Il concerne l'intelligence artificielle. Je cite: « Nous ne savons pas l'ampleur des effets ainsi qu'à quel niveau précis l'IA va changer notre business ou même comment cela va affecter la société de manière générale. En revanche, nous sommes totalement convaincus que les conséquences vont être extraordinaires et potentiellement aussi importantes que les inventions technologiques majeures des derniers siècles, comme l'imprimerie, la machine à vapeur, les ordinateurs et Internet pour ne citer que. » Donc ici, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, Jamie Dimon est particulièrement optimiste parce qu'il voit ça comme une innovation majeure et potentiellement comme une hausse de la productivité pour les entreprises américaines et même les entreprises mondiales. Donc grâce à l'IA générative, on peut imaginer qu'on va remplacer plein d'êtres humains, ce qui fait que certains coûts pour les entreprises vont baisser, ça va augmenter la productivité et ça, c'est un scénario par contre qui est plutôt déflationniste. Donc ça peut aider peut-être à avoir une inflation qui se réduit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va prendre du temps. Ça va pas se faire du jour au lendemain. On va pas pouvoir remplacer tout le monde du jour au lendemain. Il faut aussi faire plein de tests pour savoir à quel point ça peut être précis. Il insiste dessus. On ne sait pas aujourd'hui à quel point l'IA est précise et à quel point elle peut remplacer sur certains jobs. Et donc, il faut laisser du temps à cette adaptation, à cette mise en avant de cette nouvelle productivité qui peut être apportée grâce à l'intelligence artificielle. Après, maintenant, il faut pas oublier que Jamie Dimon, avant tout, c'est le PDG de JP Morgan. JP Morgan est coté en bourse. Et aujourd'hui, si tu ne parles pas d'investissement dans tes lettres aux actionnaires, dans tes bilans, etc. Et si tu ne parles pas d'investissement dans l'IA, tu te doutes bien que l'action va se faire massacrer en bourse, pas grand chose, juste parce qu'il n'aurait pas abordé le mot IA. Donc moi j'ai l'impression qu'il est vraiment très élogieux sur l'IA, surtout parce qu'il sait que les actionnaires veulent entendre parler de l'IA. Il a vu ce qui s'est passé pour les boîtes qui n'ont pas trop parlé d'IA, et donc là il veut pas que la même chose arrive pour JP Morgan. Donc j'ai plus l'impression moi que c'est plus pour de la façade, pour faire joli. Alors oui, je suis sûr qu'ils sont en train de développer ça en interne, mais je pense que, disons que les propos sont exagérés pour vraiment matcher avec le timing actuel des marchés où l'IA semble vraiment être le narratif qui est prédominant en bourse. Donc maintenant qu'on a vu tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans l'économie actuelle, il est temps de voir comment est-ce que toi, de ton côté, tu pourrais te protéger, tu pourrais faire fructifier ton épargne. Alors la première chose, je dirais que c'est de ne pas tomber dans les pièges des mouvements de foule, des effets de mode, à savoir commencer à investir massivement dans l'intelligence artificielle ou dans les startups prometteuses ou les petites entreprises prometteuses qui vont révolutionner leur industrie grâce à l'IA, parce qu'il y a de fortes chances qu'on soit face à une sorte de bulle, un petit peu comme la bulle Internet, et que tu achètes des choses mauvaises à des valorisations vraiment irrationnelle. Donc la première chose à faire, je te dirais, c'est que vérifie bien les valorisations des entreprises que tu achètes pour ne pas acheter en pleine bulle spéculative et te retrouver un peu comme le dindon de la farce où tu as acheté au plus haut et après ça baisse avant que tu décides de revendre pour que ça reparte en flèche une fois que tu auras revendu. Donc pour ça, même si tu penses que l'IA c'est le futur, etc., c'est pas une raison d'acheter à des valorisations irrationnelles. Et puis de toute façon, on ne peut pas prédire le futur. S'il faut, l'IA ne profitera principalement à des entreprises qui sont déjà en place actuellement et qui sauront tout simplement l'intégrer à leur business et non aux entreprises qui seront innovatrices dans ce domaine. La deuxième chose, c'est que je pense qu'une des erreurs que tu pourrais faire, c'est d'essayer de te dire ok, tout ça va très mal, ça va mal finir, donc je n'investis pas, je garde mon cash. Et je pense qu'en faisant ça, tu passes à côté de beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, si tu enlèves les Magnificent Seven, il y a énormément d'opportunités sur les marchés. Il y a plein d'entreprises qui sont justement valorisées ou sous-évalorisées. Et donc là, tu peux vraiment aller chercher des opportunités et de bons investissements. Donc je trouve dommage de passer à côté de ça sous prétexte que tu penses que le monde va s'écraser, que l'économie va mal, parce
que la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Comment ça va se passer? On ne peut pas prédire le futur et on ne peut pas prédire la géopolitique. Ce n'est pas pour rien que des investisseurs comme Charlie Munger, Howard Marks ou encore Warren Buffett disent sans cesse qu'ils ne peuvent pas prédire le futur et qu'ils investissent indépendamment de la géopolitique. Alors oui, ils en prennent compte pour leurs analyses, mais c'est pas la géopolitique qui leur fera dire ok, j'arrête d'investir ou ok, j'investis. Donc ça, il faut faire vraiment très attention à ça et plutôt se concentrer sur des fondamentaux solides et sur la valorisation des business que tu désires acheter ou dans lesquels tu désires investir. Troisième point qui peut être intéressant pour toi pour te protéger, c'est de commencer à investir de façon diversifiée d'un point de vue géographique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as tous tes investissements dans des sociétés américaines ou dans des sociétés françaises ou européennes. Ça pourrait être intéressant peut-être d'aller dans des pays différents, de commencer à investir en Amérique latine, en Afrique, en Inde, en Chine, en Asie, à Singapour, peu importe, mais de diversifier géographiquement ton portefeuille d'investissement. Alors l'idée avec ça, c'est surtout de baisser le risque lié à l'effondrement d'une civilisation, d'une économie, etc. Ça risque de baisser ta performance de te diversifier parce que tu auras potentiellement moins de connaissances sur certains marchés. Mais ici, tu auras peut-être moins de performance, mais au moins la diversification fera que tu auras probablement moins de risques. Alors après, n'oublie pas que si tu investis dans des multinationales, ton risque est déjà entre guillemets diversifié parce que ces entreprises vont faire du business partout dans le monde. Donc même si elles sont cotées qu'à la bourse de New York, vu qu'ils vont gagner de l'argent en Chine, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, toi ça te fait cette diversification, mais ça peut quand même être intéressant dans ton portefeuille d'avoir quelques entreprises sur différents marchés financiers mondiaux afin de pouvoir vraiment essayer de diversifier tous ces risques qui peuvent être liés aux devises, aux entreprises, aux secteurs d'activité, etc. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette sortie médiatique entre guillemets de Jamie Dimon, si tu partages son avis ou également toi quel est ton avis sur le sujet, ça me ferait plaisir de te lire et aussi qu'on potentiellement puisse débattre là-dessus. Je t'invite également à récupérer en lien dans la description une liste d'entreprises qui me semblent sous-évaluées et qui payent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement via le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao.